Comment se fait-il que 9 millions de personnes puissent vaincre 90 millions? Une région, deux pays, l'un compte 9 millions d'habitants, l'autre 90, soit exactement 10 fois plus. À première vue, ce n'est même pas une compétition. C'est comme si une personne affrontait 10 autres. C'est presque comme si la Géorgie attaquait la Russie, qui compte 140 millions d'habitants, pas 90, c'est vrai. Mais la réalité pourtant d'Israël et de l'Iran, elle est paradoxale. Un pays est petit, il est en conflit depuis 78 ans, depuis sa naissance, sans pétrole, sans gaz, presque sans ressources naturelles. L'autre a une population 10 fois plus grande, d'immenses réserves de pétrole et de gaz, une civilisation impériale très ancienne, une position stratégique entre l'Orient et l'Occident. Et pourtant, en matière d'innovation, de start-up, de prix Nobel par habitant, de cybersécurité, de médecine, d'investissement en capital risque, Israël devance largement l'Iran. La question est bien sûr, pourquoi ? Si vous êtes intéressé par ce genre d'analyse, sans propagande ni émotion, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Nous allons aborder des sujets complexes aussi profondément que possible, et surtout avec une honnêteté absolue. À quoi ressemblait l'Iran avant l'islamisation ? Jusqu'au 7e siècle, le territoire de l'Iran actuel était le centre de grands empires. Il y avait l'empire achéménide, le royaume parthe, l'empire sassanide. La Perse a créé l'un des premiers documents sur les droits de l'homme, le Code de Cyrus. Un système fiscal complexe, des systèmes d'irrigation, des routes impériales, la tolérance religieuse. Oui, la tolérance religieuse. À la fin de l'Antiquité, l'Iran sassanide était l'égal de l'Empire romain, ainsi que dans l'organisation militaire, le droit et la philosophie. C'était une civilisation cosmopolite, technologiquement avancée pour son époque. On peut comprendre que l'islamisation n'a pas détruit la Perse, elle l'a transformée. Les savants persans sont devenus le noyau de la civilisation islamique. Avicenne, disons, n'était pas tout à fait perse, il était juif, bien sûr, oui, disons Abou Zina, mais peu importe. Al-Farabi, Al-Khwarizmi. Du 8e au 12e siècle, les centres intellectuels persans étaient parmi les plus développés au monde. Sur la planète, je ne sais pas, du moins dans cette sphère civilisationnelle dont nous pouvons parler aujourd'hui. Les problèmes ont commencé bien plus tard. Jusqu'en 1979, l'Iran, sous la direction du Shah, se modernisait activement. Industrialisation, développement des universités, coopération avec l'Occident, système juridique laïque, élargissement des droits des femmes. La Révolution blanche a réformé le pays. Mais en 1979, il y a eu cette révolution religieuse fanatique en Iran. La monarchie a été renversée et les ayatollahs sont arrivés au pouvoir. Le principal changement a été institutionnel. La méritocratie a été remplacée par la loyauté idéologique. L'intégration dans le monde a été remplacée par l'isolement sous sanction, et même par l'auto-isolement. L'initiative privée a été remplacée par le contrôle de l'État. C'est précisément cela qui, en 1979, a marqué un tournant. Arrêtons-nous ici pour l'instant, et avant de passer à l'époque contemporaine, parlons d'Israël. Israël est apparu, sa deuxième, troisième, quatrième venue, en 1948. Il n'avait pas de pétrole, pas de gaz, pas de richesse naturelle. Qu'avait-il alors ? Des guerres, incessantes depuis la création. Même avant, n'est-ce pas ? Une immigration massive, des gens qui n'étaient là capables de rien faire, et la menace de destruction. Chaque jour, chaque heure. Et qu'a donc construit Israël sous cette pression terrible ? Des tribunaux indépendants. Certains disent trop indépendants. Des élections concurrentielles. Certains disent trop concurrentielles. Des universités autonomes. Oh, je dois dire, certains disent trop autonomes. Des réseaux scientifiques ouverts. Intégration. Intégration totale dans le marché mondial. Un cercle vertueux s'est formé. Technologie militaire, start-up civile, capital risque, sortie mondiale, nouveaux investissements. Un exemple ? Oui, des centaines. Mobileye, Checkpoint Software Technologies, Wizanti, autant que vous voulez. Voici ce système qui s'auto-alimente et se renforce. Quelle est donc la différence structurelle ? Il y a une différence entre A et B. La première, c'est c'est la fuite des cerveaux. L'Iran connaît une émigration massive. Une fuite constante et massive des personnes les plus intelligentes, les plus entreprenantes, les plus actives.
Israël, c'est le retour de la diaspora et des investissements. L'Iran n'avait pas besoin d'inventer en urgence. Le pétrole rapportait de l'argent. Israël devait survivre. Le manque est devenu le moteur de l'innovation. Il n'y avait rien, il fallait tout faire soi-même, le plus vite possible, tout de suite ou même hier. Israël a immédiatement créé des alliances avec le capital risque américain, des alliances scientifiques. L'Iran a imposé des sanctions et des restrictions. Les innovations naissent dans les réseaux, pas dans l'isolement. L'innovation exige le droit de débattre. Là où il y a la peur, il y a le conformisme. Là où il y a du conformisme, il y a peu ou presque pas d'idées que nous appelons radicales. On parle ici de percée. La différence entre le présent et ce qui arrive soudainement. Une idée nouvelle surgit soudain. Il faut bien débattre avec quelqu'un. Il faut réfuter cela. Il faut défendre cela. Il faut construire cela. Il faut prouver cela. On ne peut pas. Comme on dit en Iran, l'Iran a-t-il créé quelque chose de nouveau ? Eh bien oui. Les technologies de missiles, les drones, l'infrastructure nucléaire, la nanotechnologie. Mais tout cela existait déjà dans le monde. Avant cela, ils l'ont simplement recréé, sachant que cela existait déjà. Il n'a pas créé de technologie de consommation mondiale au niveau d'Internet, pas une seule percée digne d'un prix Nobel en physique. Des écosystèmes comme la Silicon Valley. Il n'y avait rien de semblable là-bas. La différence n'est pas dans l'intelligence, ce n'est pas une question d'intelligence. Les Perses et les Iraniens sont très très intelligents, avec une immense réserve d'une sorte d'héritage historique. Je dirais même, regardez quelle histoire riche et incroyable ils ont, presque la même que celle des Juifs pour ainsi dire. La différence, c'est la liberté. C'est ce dont nous parlons chaque jour, vous et moi. La différence, c'est la liberté. Si l'Iran changeait. Avec sa population de 90 millions d'habitants et une forte culture de l'ingénierie. Là-bas, la culture de l'ingénierie est très forte. Il pourrait devenir une puissance aérospatiale, un grand centre de l'intelligence artificielle, un pôle biotechnologique, un pont logistique entre l'Europe et l'Asie. Qu'est-ce qui serait plus catastrophique pour le monde ? J'ai posé la question à l'intelligence artificielle. Si l'Iran disparaît de la surface de la Terre, si Israël disparaît ? Voici la réponse. À court terme, la disparition de l'Iran aura un impact plus fort sur le monde en raison du pétrole et des marchés de l'énergie. À long terme, la disparition d'Israël affaiblira les technologies mondiales de cybersécurité et l'innovation. En d'autres termes, l'importance de l'Iran en termes de ressources naturelles. L'importance d'Israël réside dans ses habitants, dans le savoir, et dans les institutions créées là-bas. Réfléchissons un peu ensemble. Le rapport de population est de 1 à 10 exactement. L'écart en matière d'innovation est de 100 à 1. La raison n'est pas ethnique, ce n'est pas géographique, c'est la façon dont la société est organisée, à quel point elle est libre, à quel point elle est ouverte sur le monde, à quel point une personne peut penser de manière indépendante. L'histoire de la Perse montre bien que le potentiel est immense, un potentiel immense. Il y a tout simplement peu de pays avec un potentiel comme celui des Perses, comme on les appelait autrefois. Les structures changent. Si elles changent dans 20 ou 30 ans, la carte scientifique du Moyen-Orient et du monde pourrait être complètement différente. Si d'ailleurs vous êtes intéressé par des analyses assez approfondies sans cri ni propagande. Abonnez-vous à la chaîne et surtout, appuyez sur la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Oui, avant que j'oublie. Je tiens à dire un grand merci à ceux qui ont suivi ma demande et appuyé sur la cloche. En une semaine, exactement 1000 personnes, merci. Mais il nous en faut encore au moins 2000 ou mieux, 3000 personnes. Et alors, comme on dit, le ciel sera la seule limite. C'est-à-dire qu'alors, il n'y aura plus de limite pour nous. Donc, si ce que je fais vous plaît, si vous pensez que c'est nécessaire, utile, et que cela peut intéresser non seulement vous, alors aidez-nous à faire parvenir ces vidéos à un public au-delà du cercle avec lequel nous discutons déjà. Cliquez sur la cloche. Trouvez-la, s'il vous plaît. Ce n'est pas difficile. Elle se trouve probablement au même endroit que le bouton « Abonnez-vous », peut-être dans le coin supérieur droit de votre écran, mais c'est le plus probable. Si vous n'êtes pas abonné, la cloche n'apparaît pas. Abonnez-vous, elle apparaîtra et cliquez sur la cloche. J'ai une question, répondez en commentaire. Selon vous, qu'est-ce qui compte le plus pour le développement du pays ? Les ressources ou la liberté ? À bientôt.